Hello tout le monde, bienvenue dans ce 15e épisode du podcast Iko Wichai. Ça fait super longtemps que j'ai pas fait de podcast, ça doit faire 3 mois maintenant je pense ou même plus. Et je suis tellement contente, reconnaissante d'avoir ce point d'ancrage et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui on va parler de notre point d'ancrage. Alors pour les personnes qui écoutent cet épisode ou bien qui découvrent ce podcast pour la première fois, je me présente, je m'appelle Shainaz Mourchali, je suis psychologue clinicienne et psychothérapeute. J'ai fêté en ce septembre-là, mes 9 années de pratique. Alors j'ai surtout de l'expérience avec les ONG, j'ai beaucoup fait d'humanitaire, énormément de terrain. J'ai beaucoup travaillé dans la vulnérabilité, dans la violence. Et depuis maintenant 4 ans, je me suis installée dans le privé. J'occupais un cabinet à Rabat et depuis juste quelques jours, j'ai décidé pour le moment de me consacrer à travailler juste à distance depuis mon chez moi. Pour les personnes qui me connaissent et pour les personnes qui me retrouvent durant cet épisode-là, je suis tellement contente en fait de revenir voilà, à ces épisodes-là. J'ai tellement à vous raconter, mais tellement. Pour les personnes aussi qui me suivent sur Instagram, qui voient un peu tout ce que j'ai vécu cet été, j'ai tellement de choses à vous raconter que j'ai peur en fait que cet épisode soit très long. Mais promis, il le sera pas. Pas parce que on avait dit qu'ils allaient être plus courts, non, mais juste pour être un peu plus constructif. Et comme ça, en fait, cette expérience que j'ai vécue durant cet été, on on va en faire, on va dire, voilà, quelque chose d'assez enrichissante. La partager aussi avec vous, même durant, en fait, mes séances en one to one, ça a été, mais d'une richesse incroyable. Avoir votre avis, avoir vos retours, surtout les personnes, en fait, que j'accompagne depuis des années. Parce que n'oublions pas, moi, ma quête, c'est de désacraliser le psychologue. On est humain, on reste neutre, on reste bienveillant, bien évidemment. Le cadre est super important pour moi, je le dis et je le répète. Mais rien n'empêche le fait que quand on se connaît depuis longtemps, quand on partage énormément de choses, voilà, il y a pas à avoir en fait, à rester de marbre, à ne pas être humain et à ne pas échanger. Alors, aujourd'hui, je vous parle de points d'ancrage. Pourquoi on parle de points d'ancrage? Parce que je vois de plus en plus à quel point, enfin, je l'ai toujours vu, mais je pense que moi aussi actuellement dans ma vie, avec tout ce que j'ai vécu ces derniers temps, je me suis rendu compte à quel point c'est hyper important d'avoir cette stabilité intérieure, cette connexion au présent, ces repères symboliques et psychiques que l'on a dans notre réalité. Et malheureusement, on en a de moins en moins. On en a de moins en moins parce qu'on vit dans une ère d'influence. On en a de moins en moins parce qu'on pense que si on fait ceci, si on fait cela, si on fait comme les autres, si on se compare aux autres, si on fait mieux que les autres, si on suit les traces des autres, bah peut-être qu'on va réussir. Et ce que je vois en fait en séance, c'est que les gens, ils ont de moins en moins cette capacité à se connecter à eux-mêmes. Alors rapidement, je vais un peu vous parler de ce que c'est déjà que l'ancrage. En fait, le terme d'ancrage, c'est, comment vous dire? C'est il peut désigner en fait des points de fixation psychique auxquels une personne se rattache pour donner une continuité à son identité. Par exemple, on peut parler aussi des repères symboliques. Les repères symboliques, ça peut être par exemple la fonction paternelle, la fonction maternelle, le langage, la loi, et c'est ce qui fait en fait que ça structure notre psychisme, mais surtout, ce qui est super important, c'est ce qui empêche la dérive vers l'angoisse et c'est ce qui empêche la dérive tout court. Ce que je voulais aussi, en fait, discuter avec vous, c'est que les personnes qui sont ancrées dans leur réalité sont des personnes qui font la différence entre ce qui est fantasmatique, entre ce qui est imaginaire et en ce qui est réel. Malheureusement, on voit de plus en plus, enfin, c'est normal avec tout le contenu qui nous entoure, avec tout ce que l'on regarde, tout ce que l'on consomme au quotidien, on a du mal en fait à faire la différence entre ce qu'on est, comment on a grandi, comment on a été éduqué, quelles sont nos valeurs, quels sont nos principes, ce qu'on ne veut surtout pas, les choses dans lesquelles en fait on se retrouve et ce qu'on pense vouloir. Pourquoi je dis ce que l'on pense vouloir? Parce que on vit en fait dans un monde d'apparence. On est dans l'image, qu'on le veuille ou pas. Et je pense que tout le monde a traversé à un moment donné dans sa vie une période où il a été que dans les apparences. Et ce qui m'inquiète, c'est que je vois autour de moi que la grande majorité des gens
ils sont restés en fait fixés sur ça. Mais moi, ce que j'aime le plus dans l'ancrage, c'est en fait ce sentiment de sécurité intérieure, cette conscience de notre corps, de nos émotions, de nos pensées, cette faculté à rester présent dans le ici et dans maintenant, et même face à l'incertitude, même face au doute, même face au stress, et même face à l'anxiété. Ça tombe bien, je pense, de parler d'ancrage en ce moment parce que il y a énormément, c'est une période en fait, c'est déjà un début d'année. Pour moi, c'est ça le début d'année, pour moi, c'est septembre. C'est un début d'année où il y a énormément de décisions que beaucoup de personnes doivent prendre. En tout cas, moi, la grande majorité de mes patients, ils sont dans des périodes pareilles. Des personnes qui doivent préparer des concours, des personnes qui préparent leur internat, leur résidanat pour les médecins. D'ailleurs, courage à vous, courage. Et vraiment bravo pour tout ce que vous faites et pour cette incroyable résilience que vous avez. Des personnes qui entament leur dernière année de master, leur dernière année de thèse, qui sont aussi à la recherche d'un nouveau job. Des personnes en fait qui sont en mode: «OK, d'accord, c'est quoi l'objectif cette année?» Donc franchement, on va pas se mentir, septembre, c'est un mois qui est super important. C'est une reprise aussi, mais la reprise, elle est très compliquée. En tout cas, pour moi, le mois de septembre, il a toujours été très important parce que je me suis toujours dit: «OK Shehnaz, et cette année, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu ne veux pas? Qu'est-ce que tu cherches?» À la fin de l'année, et pour moi, la fin de l'année, c'est en mai-juin, avant l'été, c'est quoi les choses que tu aimerais atteindre? C'est quoi les choses que tu n'as pas envie de répéter? Où est-ce que tu te vois? Qu'est-ce que tu aimerais avoir? Qu'est-ce que tu as envie d'acquérir aussi? Oui, c'est important. C'est important, qu'on le veuille ou pas. Le matériel est très important aussi dans notre quotidien. On a envie de voir qu'on évolue, on a envie de voir qu'on réussit, on a envie de voir qu'on a une certaine stabilité financière. On a envie aussi de voir qu'on a une facilité à pouvoir peut-être prendre soin de soi, prendre soin de ses proches. Euh, on peut aussi parler d'aisance. Franchement, on n'est pas là en fait pour censurer nos besoins, nos désirs et surtout ce qui est capable de nous stabiliser. Et surtout, c'est à moi où, en fait, je trouve que c'est hyper important de faire le point avec soi. Bon, c'est bon, on est rentré dans le sujet, donc on commence. Beaucoup, mais énormément de mes patients m'ont tellement inspiré ces derniers temps. J'ai eu des discussions mais juste incroyables. Et je me suis rendu compte à quel point l'ancrage, c'est un point, c'est quelque chose dont on a tous besoin et qu'on gagnerait tous à travailler. J'ai parlé de vision dernièrement avec des amis et elles m'ont dit: «Qu'est-ce que tu veux dire en fait par vision?» Je leur ai dit: «En fait, j'en suis arrivée à un point dans ma vie où je me dis que ce qui est le plus important pour moi actuellement, c'est que j'ai une vision. C'est d'avoir ma propre vision. C'est pas qu'elle va être rigide, c'est pas que je ne serai pas, on va dire, flexible ou que je m'adapterai ni à personne ni à quoi que ce soit, pas du tout. Mais avec toutes les expériences de vie que j'ai, reconnaissante d'avoir ce métier aussi qui m'aide à avancer de mieux en mieux et de voir à travers le regard des gens et l'expérience des gens, à quel point en fait on a besoin de certaines choses dans nos vies. Je me suis rendu compte que ce qui m'aide le plus à avancer, ce qui m'aide le plus à pas peut-être, douter, mais quand je dis douter, pas à grande échelle, ce doute, vous voyez, qui vous bloque, qui vous handicape, qui vous fait peur et qui vous prend par les tripes et qui vous fait croire que vous allez jamais y arriver. Bon, ça va m'arriver de temps en temps, mais juste pas à grande échelle. Je me suis rendu compte que pour moi, avoir une vision, c'est limite vital. C'est vital dans le sens où j'arrivais quand même à un point dans ma vie où j'ai quand même une expérience de vie personnelle, j'ai une expérience de vie professionnelle. J'ai vécu pas mal d'expériences très riches, très douloureuses aussi. J'ai été face en fait à de la douleur, à de l'angoisse, à de l'anxiété, à de la mort, à de la perte. Et je sais que la vie, voilà, elle va encore me montrer et elle va encore me, comment dire? Je m'attends pas à ce que ça soit tout beau, tout rose, mais je m'attends à ce que ça soit challengeant et tant mieux, et tant mieux. Mais par contre, j'ai pris une décision cet été, c'est que je me suis dit: «Peu importe ce qui se passe, tu vas toujours rester debout pour toi-même. Tu vas toujours rester debout pour les gens que tu aimes. Tu vas toujours rester debout pour tes rêves d'enfant, pour ces choses
qui t'illuminent, pour ces choses qui te nourrissent, pour ces choses qui te font rêver, pour ces choses en fait qui te donnent ce sentiment incroyable dans le ventre où tu as l'impression que tu vas voler et que voilà, que tu es capable de tout et que voilà, que en fait, tu continueras toujours, toujours de rêver, peu importe ce qui se passe. Et pourquoi je vous parle de vision? Parce que c'est très lié à l'ancrage. Quand on est ancré dans sa réalité, quand on est ancré en fait dans ce que l'on veut, dans ce qu'on recherche, dans ce qu'on ne veut plus surtout, bah, en fait, on peut construire une vision. Une vision, ça veut dire que moi, je veux arriver là, moi, il y a des choses où ma limite, en fait, elle s'arrête à ça. Alors tout ça, je vais vous l'expliquer. Je sais que ça reste très abstrait. Je suis en train de réfléchir. En fait, je vous parle et je réfléchis. Je me dis, ok, alors, je commence par quel exemple? Il y en a tellement et ils sont tous inspirants l'un l'un que l'autre. Alors, je tiens à quand même préciser un point qui est super important pour moi, c'est que on n'a pas tous à avoir le même ancrage. D'accord? Chacun a un ancrage différent. Il n'existe pas en fait un modèle unique. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que beaucoup de personnes me disent ou se plaignent en fait quand ils se comparent à d'autres personnes, ils me disent mais pourquoi moi j'arrive pas à avoir une discipline pareille? Pourquoi moi j'arrive pas à par exemple m'organiser pour exemple prévoir mes vacances de l'été? Pourquoi je n'arrive pas à faire un programme où je me dis j'ai envie de faire tel spectacle, tel festival? Écoutez, si ça fonctionne pour d'autres, ça ne veut pas dire que ça devrait fonctionner pour vous. Peut-être que c'est pas ce qui vous excite, peut-être que c'est pas ce qui vous rend heureux, peut-être que c'est pas ce qui est bon pour vous. Peut-être que vous êtes beaucoup plus dernière minute. Peut-être que vous êtes beaucoup plus dans OK, je vais booker un vol, que j'ai trouvé à un prix hyper abordable, et en fin de compte, voilà, il y a un concert super important ou bien super intéressant ou conférence, hyper constructive et je vais y aller. Mais vous avez le droit de vivre vos expériences comme ça vous enchante. Mais la seule chose que je vais vous demander, c'est écoutez-vous. Écoutez-vous, travaillez en fait votre intuition. Comment travailler l'intuition? Question qu'on me pose très souvent, avec de l'expérience. Et pour répondre aussi à cette question d'expérience, il y a des personnes qui me disent que ils n'ont pas eu en fait, l'occasion de beaucoup voyager plus jeunes, de pas voyager du tout, de rencontrer beaucoup de monde, de savoir comment ils sont socialement. Je comprends, je conçois ça et franchement, je sais à quel point c'est dur et j'essaye de dire de plus en plus aux parents de laisser leurs enfants, en fait, vivre des expériences, tout en étant bien sûr, on va dire, présent, en communiquant avec eux, mais on ne peut pas enfermer quelqu'un. On ne peut pas laisser quelqu'un arriver jusqu'à la fin de sa vingtaine et lui dire: «Ah tiens, tu es un adulte». Tu peux y aller, tu peux faire des expériences, fais-toi des amis, trouve-toi quelqu'un, marie-toi. Mais c'est de plus en plus compliqué, on le voit. C'est pas possible parce que ces personnes-là, ils ont du mal. Ils savent pas comment ça fonctionne, ils savent pas comment ça marche. Ils ont l'impression qu'ils sont dépassés. Ils me disent des fois, je pense que j'ai un handicap. Je pense que je ne comprends pas comment les gens communiquent. Je pense que je ne comprends pas comment les gens, bah, en fait, ils vivent des relations amicales, comment ils vivent des relations amoureuses. Et je les comprends. Parce que si je n'apprends pas ça à un âge jeune, si je n'apprends pas ça à un âge où je peux encore me tromper, où je suis encore immature et j'ai le droit d'être immature, où je peux encore faire des erreurs, où je peux encore faire mal, où je peux encore mentir, avoir peur, parce que c'est légitime, parce que c'est mon âge et parce que tout le monde le fait. C'est un peu compliqué quand même à le faire en fin de vingtaine. Vous pensez pas? Mais même si vous rentrez dans cette catégorie, ne soyez pas dur avec vous-même, s'il vous plaît. Je reçois beaucoup de personnes qui sont tellement, tellement dures avec eux-mêmes, qui pensent qu'être adulte, c'est comme un manuel, en fait, c'est comme un bouton sur lequel tu appuies, tu dis, ok, tiens, je suis un adulte. Ne vous mettez surtout pas dans ces boxes. Ne laissez pas la société, en fait, vous faire croire que vous devez être tel ou tel modèle. Ne vous enfermez pas dans des catégories. Ne vous collez pas des étiquettes. Parce que vous allez répéter le même schéma avec vos enfants. Vous allez déjà vous en souffrir et vous allez en créer des victimes. Pourquoi en fait est-ce important de, de se sentir en fait ancré dans sa réalité? En tout cas, l'ancrage a une importance énorme en psychologie. Parce que déjà, bah, ça nous fait éviter cette impression de flotter. On sait poser ses limites. Généralement, on prend aussi de meilleures décisions. Mais surtout, il y a un impact sur les relations.
parce qu'on s'entoure de personnes qui connaissent aussi leur propre ancrage. Je peux vous donner des exemples d'ancrage, comme ça vous aide un peu. D'ailleurs, vous savez, pour moi, l'ancrage, au début, je pensais que ça ne pouvait être que des endroits et que des personnes. Et en fin de compte, j'ai compris que ça peut aussi être des émotions, des sentiments, de la nostalgie, quelque chose qui nous appartient à nous. Se retrouver dans un endroit où on n'a pas été pendant longtemps, retrouver une personne qu'on n'a pas vue depuis longtemps et ne pas ressentir cette anxiété, traverser cette émotion. Essayez de comprendre qu'est-ce que vous ressentez. Est-ce que c'est du regret? Est-ce que c'est des remords? Est-ce que le fait de se rappeler cette version de vous à cette époque-là, c'est tout à fait naturel. Vous ressentez peut-être des fois de la honte, vous ressentez peut-être de la tristesse, peut-être que cette version de vous aussi vous manque, peut-être que vous vous dites, ok, tiens, peut-être que si je reviens en arrière, je ferai les choses différemment. Ça peut être beaucoup de choses. Mais je pense que généralement, si on prend le temps, si on se donne la peine de revenir sur ces émotions-là, de revenir à cette époque-là, je pense qu'on va être compréhensif avec soi. Et c'est magnifique de l'être. C'est magnifique d'être empathique avec soi. C'est magnifique de se dire, regarde tout ce chemin que tu as parcouru. Regarde ce que tu as été, regarde ce que tu es devenu. Regarde à quel point, en fait, tu, tu prends du recul, tu connais tes limites. Tu es peut-être plus courageux, plus courageuse, tu as moins peur. Tu dis les choses, tu dis non. Et tu es mieux entouré aussi. Ça m'est arrivé juste tout à l'heure avec une patiente où c'était une séance quand même assez difficile parce que ce qu'elle racontait, c'était pas évident. Elle avait retrouvé quelqu'un de son passé. Et c'était tellement intense, c'était tellement fort. Et je comprends ce sentiment, c'est dur. Ça m'est arrivé aussi cet été, je vous raconterai ça un peu plus tard dans le podcast. Et c'est compliqué de retrouver des gens de notre passé, c'est compliqué de revoir des gens qui ont fait partie de notre vie, avec qui on a partagé quand même des émotions assez intenses, des événements assez forts, des gens qui ont été là pour nous, des gens qui ont été bienveillants, des gens qui nous ont beaucoup aimés aussi et qu'on a aussi aimés en retour. Et on s'est juste perdu ou séparés ou il y a eu un conflit aussi pour énormément de raisons. Et ce que je remarque, c'est que le passé, c'est fou, mais alors qu'à un moment donné, c'était un présent. On était dedans. On a peur de ce passé-là. C'est fou quand même d'avoir peur du passé. C'est fou d'avoir peur de quelque chose dans laquelle on a été ancré, mais bien ancré. On a tout vécu et on l'a traversé. On n'est pas censé avoir peur de ça. On est censé l'utiliser comme une force, on est censé l'utiliser comme un repère, on est censé l'utiliser comme une limite, on est censé l'utiliser comme un outil. Et pourtant, moi, en fait, l'analyse que j'ai faite, c'est que tellement on nous a répété, oublie le passé, laisse le passé derrière toi, tu vas pas revenir en arrière, fais attention, faut pas que tu répètes les mêmes erreurs. Tellement on nous a conditionnés avec des phrases pareilles qu'on est terrifié par ce passé. Mais c'est qui ce passé? C'est quoi ce passé? C'est nous, c'est toi, c'est une ancienne version de toi, c'est sûrement une version de toi moins résiliente. C'est une version de toi qui a moins d'outils, c'est une version de toi qui a moins d'expérience, c'est une version de toi qui a plus peur. Et c'est une version de toi qui était perdue, ce qui est tout à fait naturel, ce qui est tout à fait normal. Pour revenir à ce que je vous ai dit tout à l'heure en début d'épisode, c'est, en parlant du mois de septembre, c'est faire le point, se dire ok, qu'est-ce que je ne veux pas répéter? Comment ça s'est passé peut-être septembre dernier? Moi par exemple, quand je compare ce mois avec le mois dernier, je suis hyper fière de moi, hyper contente. Je, je sais que c'était une année où quand même je me suis beaucoup concentrée sur moi et ça m'a fait le plus grand bien. Mais c'est important. C'est important de faire le point. Même si vous faites le point avec l'année dernière et vous n'êtes pas content, pas de problème. On refait ça. On essaye de rattraper les choses. On essaye de ne pas répéter les mêmes erreurs. Et quand je dis ne pas répéter les mêmes erreurs, il ne faut pas le dire juste comme ça d'une manière générale. Non. Mais littéralement poser vos limites. Littéralement écrire les choses qui vous ont coûté, les choses qui vous ont blessé et les choses que vous n'avez pas respectées envers vous-même. Et il n'y a que vous, mais vraiment que vous, qui connaissez tout ça. Alors venez, on va tous se mettre d'accord et on va arrêter d'avoir peur de ce fameux passé qui, en fin de compte, on l'a battu en fait. On l'a dépassé. Il est derrière. Donc, il faut arrêter de
d'en faire en fait une terreur. Il faut arrêter d'en faire quelque chose comme si c'était obscur. Je comprends, je sais, parce que c'est quelque chose qui, malheureusement, même dans les films, même dans les séries, comment on en fait tout un drame, comment c'est mis en avant que le passé, c'est quelque chose d'obscur, que c'est quelque chose qui peut nous faire basculer vers un côté, voilà, mais hyper dark de nous, alors que non. Non, 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 non. Je suis quelqu'un de conscient, je suis quelqu'un qui a une mémoire, je suis quelqu'un qui évolue, je suis quelqu'un qui va de l'avant. Donc normalement, non. Il n'y a aucune chance que je revienne vers ça. Parce que je suis mon repère. Et peut-être que je suis moi-même mon point d'ancrage. Je voulais aussi parler d'un point qui est super important pour moi. C'est j'accompagne pas mal de jeunes femmes qui, voilà, qui sont parties vivre des expériences dans d'autres pays, qui sont en train de faire, voilà, d'autres études ou vivre des expériences professionnelles. Et vous savez, alors je vais bien m'expliquer comme ça vous me comprenez pas mal. Ça me fait vraiment plaisir quand j'entends une de mes patientes me dire, voilà, il y a mon copain ou mon fiancé qui m'a demandé de peut-être venir habiter avec lui, ou bien il m'a dit de peut-être, voilà, d'officialiser, ce qui est une bonne chose. Mais en tout cas, j'aime beaucoup quand elles me disent: «Mais je pense que j'ai besoin de prendre un peu mon temps». Alors, s'il vous plaît, n'associez surtout pas ça à cet événement de féminisme qu'il y a en ce moment. Moi, je suis loin de ça. Un jour, peut-être, je vous en parlerai et je vous donnerai mon avis par rapport à tout ça, mais ça n'a rien à voir avec du féminisme. Je m'explique. Alors, pourquoi ça me fait plaisir et pourquoi franchement je suis fière d'elle, avec S? Parce que elles se concentrent sur elles-mêmes et parce que elles ne veulent pas utiliser cet homme comme un objet. Elles ont tellement, tellement de respect, de considération, d'amour, de sensibilité pour leur partenaire de vie qu'elle ne veut surtout pas être cette personne qui va sauter sur l'occasion et qui va l'utiliser comme un point d'ancrage ou un point de sécurité. Parce que je ne pense pas qu'un homme veut être utilisé de la sorte. Je pense que les hommes aiment, bien évidemment, que leurs femmes se sentent en sécurité avec eux, et tant mieux, on aime ça, nous aussi. Je pense que les hommes aiment que leurs femmes comptent sur eux, qu'ils représentent en fait une protection, mais je pense qu'à la longue, dans un couple, en tout cas ce que je vois, un homme n'a pas besoin que cette femme, sans lui, se sente complètement perdue. Il a besoin que cette femme soit un ancrage pour elle-même, comme cette femme a besoin que cet homme soit un ancrage pour lui-même. Surtout si on est dans une projection d'un jour, en fait, fonder une famille, un foyer, ou même pas, en fait, mais juste, en fait, une projection d'une vie, mieux il y a des plus, en fait. Plus il y a des points d'ancrage, mieux on se porte sur la durée. Donc, bravo à ces jeunes femmes, bravo parce que elles tiennent à. J'ai pas envie non plus de parler d'indépendance parce que tellement c'est mal utilisé en ce moment que franchement, c'est des mots que je crains. Mais bravo à ces femmes qui s'accrochent à leur ancrage, qui s'accrochent à elles-mêmes et qui ne veulent pas utiliser en fait une relation ou une personne, voilà, comme un objet ou comme un moyen pour que elles se sentent en sécurité juste parce que la société pense qu'elle est en sécurité. Et vous savez, j'accompagne pas mal de jeunes femmes qui sont en relation et vraiment elles s'épanouissent. Elles s'épanouissent tellement avec leur partenaire. Pourquoi? Parce que elles se concentrent sur elles. Et même leurs partenaires de vie leur disent. Même leurs partenaires de vie voient la différence et leur disent: «Tu te sens mieux, tu es moins anxieuse, tu es peut-être moins dans la critique, moins dans l'insécurité, moi aussi je me sens mieux» et ils sont de plus en plus épanouis. Donc oui, les choses peuvent changer et les choses doivent changer. Un homme ne veut pas être utilisé comme une femme ne veut pas être utilisée. Un homme ne veut pas être contrôlé comme une femme ne veut pas être contrôlée. Je reçois de plus en plus d'hommes en thérapie et ça fait plaisir qui me disent: «Je me rends compte que ma façon de voir les choses, que ma façon de vouloir peut-être contrôler certaines situations, ça ne m'appartient pas. C'est quelque chose qu'on m'a transmis. C'est quelque chose qu'on m'a limite en fait imposé en me disant: "Tu veux être un homme, c'est comme ça que tu dois faire"». Mais non. J'en parlais il y a quelques jours avec un patient dont j'adore le travail parce que vraiment,
très, très, très beau parcours. Il m'a dit: «Vous savez, on m'a toujours dit qu'être un homme, c'est ça et ça et ça et ça». Il m'a dit: «Mais j'ai l'impression que c'était même pas destiné à moi. C'était quelque chose que j'entendais juste comme ça». Il m'a dit et j'ai dû me faire des idées que maintenant, en fait, c'est des principes que je ne respecte pas. C'est des valeurs qui ne m'appartiennent pas. C'est des choses dans lesquelles je ne me retrouve pas. J'ai énormément aimé comment il a vu les choses. Il m'a dit: «Je ne me vois pas, en fait, devoir manipuler, devoir rabaisser ma femme, devoir montrer devant les gens que je peux la contrôler, que c'est moi qui décide, qu'elle, en fait, elle n'a aucune liberté sans moi pour pouvoir représenter devant les gens la vérité». Il m'a dit: «Non, je suis désolée, mais je suis pas d'accord avec ça». Et je pense que s'il est arrivé à ce point, c'est parce que déjà il a fait un énorme travail sur lui. Il a compris que c'est des choses, en fait, qu'il ne conçoit pas, c'est des choses qu'il ne valide pas, c'est des choses auxquelles il ne croit pas et c'est des choses qui ne le définissent pas. Et c'est comme ça qu'il est en train de trouver ses points d'ancrage. Vous savez, en thérapie, ce qui est le plus compliqué, c'est de faire le deuil. Le deuil des gens qu'on a perdus, le deuil de nos relations, le deuil d'une situation aussi, en fait, et de devoir se dire que on a changé ou qu'on doit changer ou qu'on est en train de changer. C'est aussi très compliqué, en fait, de revenir sur ces traumatismes, de revenir de comment nos parents nous ont éduqués, de comment nos parents ont été un couple conjugal, de se dire que ils auraient pu peut-être des fois se contenter d'être un couple parental aussi. De voir que nos parents ne sont pas si forts qu'on le pense, qu'ils sont pas si bons qu'on le pense, qu'ils sont pas si parfaits, que c'est pas des anges, que aussi c'est des êtres humains, qu'ils mentent, qu'ils manipulent et qui sont aussi très toxiques. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que ça les humanise et on a besoin en fait de voir et de sentir que nos parents sont des humains. Parce que de l'autre côté, bah déjà on n'est pas très dur avec soi et déjà en fait il y a plus cette peur et cette angoisse de les voir s'affaiblir, de les voir peut-être faire des erreurs et de les voir en fait juste aussi apprendre. J'avais aussi eu une discussion avec une patiente où on faisait le point un peu sur sa thérapie. Ça faisait 2 ans et quelques maintenant qu'elle fait un travail sur elle. Beau caractère, gros caractère aussi. euh, mais j'ai toujours apprécié l'authenticité en fait de cette jeune femme. J'ai toujours apprécié sa force. J'aime beaucoup les podcasts parce que ça me permet de dire tout ce que je pense. Et j'ai toujours apprécié à quel point en fait elle s'est battue malgré tout ce qu'elle a vécu. Et elle a continué à croire en fait en ce qu'elle voulait et ce qu'elle voulait plus. Et elle m'a dit: «Je suis là pour moi-même». Comment elle me l'a dit? Mais elle l'a dit d'une force. Elle m'a dit: «Ça me plaît de passer du temps avec moi-même, ça me plaît de me dire que oui, OK, je m'entends pas avec ces gens-là, je pourrais peut-être jamais m'intégrer avec ces gens-là, mais je trouverai ma place ailleurs, il y a pas de problème». Le plus important, c'est de ne pas se renfermer. Le plus important, c'est de ne pas se dire que si vous n'êtes pas entendu avec telle personne, si vous n'avez pas trouvé votre place dans tel travail ou dans telle spécialité ou peu importe, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de place tout court. Mais le monde, c'est une infinité d'options. C'est une infinité de possibilités. Ça n'a pas de limite. C'est toute la beauté de cet univers. C'est toute la beauté de tout ce que l'on vit au quotidien. C'est toute la beauté aussi pour moi de toute cette évolution technologique dans laquelle on est, mais qu'on utilise tellement mal. Alors pourquoi on se limite? Pourquoi on se limite à devoir faire peut-être le même contenu, s'habiller de la même manière, être sur les mêmes tendances? Je sais pas. Pourquoi? Pourquoi ne pas faire les choses différemment? Pourquoi on doit faire des choses à notre vingtaine, à notre trentaine, à notre quarantaine? Oui, d'accord, vous allez me dire, il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler, je suis d'accord avec vous. Mais franchement, si on comparait les choses que l'on ne contrôle pas avec les choses que l'on contrôle, ça va. Franchement, ça va. C'est facile de trouver l'équilibre. Donc, trouvez vous-même votre équilibre. Là, par contre, je vais partager certaines choses que moi, j'ai vécues cet été. Alors, pour les personnes qui me suivent de près, qui sont un peu au courant de tout ce que je fais, alors cet été, j'ai vécu une magnifique expérience avec, ma famille, mais plus précisément avec mon père. Il y avait mon frère et maman, mais on va dire que pour être tout à fait transparent et honnête, l'expérience, elle s'est vécue surtout entre mon père et moi. Alors mon père a décidé en fait d'ouvrir un restaurant. On n'a aucune expérience en restauration, enfin mon père en a eu à l'époque, mais bon, rien à voir.
On n'est pas dans le domaine. On va dire que c'est voilà, c'est je sais même pas comment appeler ça. Quand les gens me posaient la question, si c'était: «Ah, mais pourquoi vous avez ouvert le restaurant?» Je savais pas trop comment répondre. Donc il a ouvert ce restaurant dans une marina au Maroc. Donc c'était quelque chose de saisonnier. Heureusement. J'étais pas censée y passer tout l'été. Donc j'étais censée aller l'aider pour l'ouverture et revenir à ma vie, faire mes plans. J'avais mes voyages de prévus avec, voilà, mon entourage, avec mes amis et tout. Et du coup, bon voilà, je suis partie en juin, j'ai fait l'ouverture avec lui et en fait, j'ai rapidement compris qu'il fallait que je sois là, qu'il fallait que je l'aide, qu'il fallait que je l'accompagne. J'ai compris que ça allait être très compliqué et vous savez quoi? Je crois que c'est la première fois que j'en parle à haute voix parce que même en séance avec mon psy, j'ai pas vraiment eu le temps d'en parler. Je pense que je me suis approprié l'endroit. Je me suis approprié, le projet et je me suis approprié toute cette énergie qu'il y avait. C'était tellement évident pour moi je devais y être. Il y avait pas d'explication, il y avait rien du tout, c'était juste en mode: «Rentre à Rabat, règle ce que tu as à régler, fais tes trucs, ramasse tes valises et tu vas venir et tu verras». Donc c'est ce que j'ai fait. Heureusement que j'ai l'option de travailler à distance, donc j'ai annoncé à mes patients qui ont été hyper, compréhensifs, donc j'ai fait mes valises et je suis partie et l'expérience, elle a commencé en début juillet. Comment vous dire? C'était, quand les gens me posent la question: «Comment tu l'as vécu?» alors comment je l'ai vécu? Je l'ai ressenti comme si j'ai été embarquée par une vague, mais une vague énorme! Vous voyez ces vagues en fait de limite, d'un tsunami, qui fait peur et pendant les 2 mois, j'étais dans cette vague. Et ce n'est qu'en début septembre que cette vague, elle m'a lâchée. C'est vraiment le sentiment qu'à chaque fois je ressens, quand on me dit comment elle était cette expérience. Par contre, elle était super riche dans le sens où je me suis redécouverte en tant que personne. J'ai reconnu mes vrais ancrages. J'ai compris en fait, c'est la première fois de ma vie où j'étais anxieuse, hein, je vous le dis. Manque de sommeil, perte de poids, coupure d'appétit. Des fois, je sentais la panique, en fait, j'arrivais pas à respirer, mais je gérais. Bah, j'ai aussi des crises de pleurs, c'est tout à fait naturel quand on avait des catastrophes et on en a eu. On a eu notre lot de catastrophes. On a vécu tellement d'expériences parce que quand tu connais pas, bah, tu es face à des gens super malveillants. On a malheureusement, été volés, on nous a trahis, on nous a fait des coups, mais heureusement, on s'en est très bien sortis. En tout cas, c'était une hyper belle expérience et c'était quoi mes points d'ancrage déjà? Bah, honnêtement, sur le moment, j'en avais pas. Quand j'ai débarqué là-bas, je disais: «Mais je fais pas mon sport, je suis pas chez moi. OK, c'est chez mes parents, c'est une maison de plage, mais cette maison, je la connais pas trop, j'y passe vraiment pas beaucoup de temps». Heu, enfin voilà, j'ai pas mes copines avec moi, j'ai pas mes amis avec moi, j'ai pas les gens qui m'aiment au quotidien et qui me soutiennent. Je mes parents, oui, on est très proches, mais je vous mens pas, il y avait des matins où je disais à ma mère: «Mais je en fait, I miss myself quoi», genre littéralement. Genre, j'ai l'impression que Shahnaz me manquait. C'était plus moi, comment je prenais soin de moi, comment j'avais mes rendez-vous pour prendre soin de mes cheveux, de mes ongles. Ça peut paraître très banal, hein, mais c'est hyper important pour moi ça. C'est hyper important pour moi de faire mon sport, c'est hyper important pour moi de prendre soin de moi, d'avoir mes rendez-vous, voilà, c'est comme ça que je fonctionne. C'est comme ça que j'arrive à être performante, c'est comme ça que je fais ces podcasts, c'est comme ça que je travaille, c'est comme ça que je crée du contenu, c'est comme ça que je suis inspirée, c'est comme ça que j'écris mes textes. C'est comme ça, en fait, que j'arrive à être moi-même et tout ça, je ne l'avais pas, j'avais rien. Donc j'étais complètement perdue, je me sentais à la ramasse. J'avais l'impression que en fait, vous savez, ce sentiment de flotter, bah, c'est ce que je ressentais au début. À un moment donné, ça a pas duré longtemps, je crois que ça a duré 10 15 jours. Je me disais: «Écoute Shahnaz, ça peut pas continuer comme ça. Tu ne manges pas, tu ne dors pas». J'ai perdu 6 kilos en 2 semaines. Ça se voyait, ça se sentait. Je dormais peu parce qu'on faisait la fermeture à 3 heures 4 heures du matin. Souvent, c'était moi toute seule qui devais la faire, parce que mon père devait se réveiller à 7 heures du matin pour aller faire les courses au quotidien parce qu'il voulait absolument que ça soit que du frais.
Moi, je devais me réveiller à 9h-10h max parce que j'avais mes consultes qui commençaient généralement à 11h, des fois un peu plus tôt. Je vous dis même pas dans quel état je me réveillais le matin. J'enchaînais toute la journée en consultation non-stop et dès que je finissais à 18h-19h, bah, je prenais ma douche et rebelote, je devais aller au restaurant. Et c'était mon quotidien pendant 2 mois. C'était mon quotidien pendant 2 mois avec zéro répit. Parce que je me suis rendu compte aussi, ça je le savais, hein, mais que je n'arrivais pas à lâcher, que je devais être là, que je contrôlais, que même les jours où, par exemple, je finissais un peu tôt le travail et je faisais des petites siestes, bah, je me réveillais toutes les 15-20 minutes et je regardais dans la caméra si ça se passait bien, s'il y avait personne. Il y a eu, vous savez, quand vous avez quand même un compte Google et les gens ils commencent à écrire de mauvais commentaires. Mon Dieu, les premiers mauvais commentaires, comment je les ai mal vécus, mais c'était horrible, horrible. Bref, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Le personnel, alors là, ça c'est tout un chapitre. Mais en fait, pourquoi je vous raconte tout ça? En tout cas, je vous ai habitué à vous donner du concret, du vrai et du réel, et encore plus dans cet épisode parce qu'on parle d'ancrage. À un moment donné, je me suis dit: «Mais c'est toi en fait qui fais tout ça. C'est toi qui crée, c'est toi qui donne, c'est toi qui réfléchis, c'est toi qui produis, c'est toi. Alors reviens à toi-même. Reviens à toi-même, reviens à ton intuition, reviens à comment tu vois les choses et arrête de flotter. Arrête de flotter, arrête d'écouter ce que les gens disent, arrête d'être influencé par les avis des gens, arrête d'être influencé parce que voilà, en ce moment, le restaurant, il est pas plein, parce qu'il y a d'autres business à côté qui ont l'air de marcher plus que vous, etc., etc. Et en fait, je me suis dit: «OK, on va prendre un point de départ. Qu'est-ce qui t'affecte le plus?» Et j'ai compris que ce qui m'affectait le plus, enfin, j'ai trouvé ce qui m'affectait le plus, c'est de voir, en fait, l'inquiétude et un peu la déception dans les yeux de mon père. Et je me rappelle un soir, on était au restaurant, et il était vide. Là, on avait juste quelques tables. On était les seuls qui avaient lancé, en fait, un concept de restauration à la marina et c'est pas du tout, en fait, les gens, ils ont pas la culture de la restauration. Il m'a posé la question, il m'a dit: «Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal, en fait?» Je lui ai dit: «Rien papa, rien. T'as rien fait de mal. T'as tout fait bien. C'est un bel endroit. Regarde, les gens, ils viennent, ils se prennent en photo». Bon ça, c'était très drôle d'ailleurs. Je lui ai dit: «Regarde les gens, comment ils adorent, comment ils trouvent ça beau et d'ailleurs, tu peux pas juger parce qu'il y a personne, en fait, qui se pose et qui dit que c'est pas bon. Les gens qui viennent, ils trouvent que c'est excellent, ils reviennent. C'est juste que voilà, c'est une culture que tu es en train d'incruster. C'est une culture que donc la culture de la restauration, c'est connu, c'est pas très connu chez nous et encore plus quand tu as pas d'alcool, donc voilà, c'est pas hyper intéressant pour les gens, malheureusement. Mais je dis c'est un pari hyper relevé et en plus, c'est une saison. C'est une saison où tu comptes sur une population qui peut-être elle rentre et peut-être elle rentre pas et peut-être que s'ils rentrent, ils vont rentrer pour 10 jours et c'est fou, ce soir, on a beaucoup parlé lui et moi et je lui ai dit: viens on change le mindset, viens on change l'énergie». Je lui ai dit: «Tu sais ce restaurant il a ton c'est toi en fait qui l'a construit. Je t'ai aidé oui, je t'ai aidé pour la déco, je t'ai aidé pour plein d'idées et tout, mais c'était toi qui étais là au quotidien, c'est toi qui étais là avec les ouvriers, c'était toi, c'est toi, ça vient de toi». Donc viens, on fait quelque chose pour ton âme ce soir et je pense que ça ira après. Et je lui dis en tout cas, c'est pas ça notre réussite. C'est pas que les gens viennent, c'est pas que ça soit bondé, c'est pas que, je sais pas, tu gagnes énormément d'argent parce qu'en tout cas tu l'as pas fait pour ça. Et c'est vrai. Tu l'as fait pour le plaisir. Et si tu l'as fait pour le plaisir, c'est quelque chose. En fait, regarde, on est là tous les deux, toi et moi, alors que ça faisait 17 ans que j'avais pas passé l'été bah, dans ma ville natale. Ça faisait 17 ans que j'étais pas partie passer, en fait, mes étés, là où je passais tous mes étés quand j'étais petite, ce qui est énorme. Et on a beaucoup discuté, ça nous a fait beaucoup de bien ces discussions. Et vous savez quoi? Je sais vraiment pas qu'est-ce qui s'est passé. Bah, le lendemain, tout a changé. L'algorithme a changé. Dès le lendemain, on a commencé à avoir du monde. Et ça s'est pas arrêté jusqu'à la fin de saison. On était tellement, mais tellement surpris. Je me rappelle les jours qui suivaient, quand je voyais le restaurant bondé, quand je voyais les gens attendre, je voyais les gens me dire, «On veut une table pour 10, on veut une table pour 15, est-ce qu'on revient? Est-ce que vous nous appelez?» Et j'étais tellement dans ce rush que je m'en rendais pas compte. Et ce n'est qu'après un jour quand on a discuté où il m'a dit, «C'est fou en fait, on a réussi». Je lui dis: «Parce que, bah, en fait, à un moment donné, on est juste revenu à nous-mêmes.
on est juste revenu, on s'est ancré de nous, parce que notre point d'ancrage, c'était nous. Ça paraît tout beau comme ça quand je vous le raconte et honnêtement, je l'ai vécu comme ça, je vais pas vous mentir. Je l'ai vécu comme ça parce que j'ai toujours eu cette capacité de vivre les choses d'une manière où je vois le bon côté des choses. Je peux même vous parler d'une expérience hyper dégueulasse que j'ai vécue et je vais voir le bon en ça. Ça a toujours été comme ça et je pense que mes patients qui me connaissent depuis longtemps, ils peuvent en témoigner. Je vois le mauvais côté des choses, je suis consciente des mauvais côtés des choses. Je ne dis pas que la vie c'est tout beau, tout rose. La vie, elle est dure. Elle est tellement dure. Elle est injuste. Et vous verrez à travers les autres épisodes qui vont venir et avec tout ce qu'on va vivre ensemble grâce à ce podcast que il y a tellement en fait de facettes de moi dans lesquelles mais je me suis déchirée. Mais jusqu'à maintenant, j'aime énormément m'accrocher aux belles choses de la vie et je me dis que c'est moi qui l'ai créé. Donc voilà, pour revenir à cette expérience de restaurant, pourquoi je vous ai raconté tout ça? Parce que elle m'a tellement bousculée dans le bon sens, elle m'a secouée, mais secouée à un point, vous pouvez même pas imaginer. Et oui, j'étais contente, surtout pour mon père, hein, j'étais contente de le voir, sourire, de le voir heureux, de le voir fier. On a passé des soirées, mais je me rappelle, je regardais l'heure, il était 21 heures et juste après, il était 2 heures 3 heures du matin et c'est tellement magnifique ce rush où tu sens vraiment pas les heures passer. On a fait de belles rencontres, mais vraiment de magnifiques rencontres. Voilà, on a crié, on a crié, on a moi j'ai pleuré, j'ai beaucoup pleuré. On s'est pris la tête, mais bon, on se prenait la tête 20 fois par jour, mais on n'était jamais dans le conflit. En tout cas, on finissait toujours, la soirée à rigoler, à revenir sur, voilà, sur un serveur qui part au milieu d'un service, sur un serveur ou sur un cuisinier, que qui te vole des trucs, bref, c'est, c'est riche, c'est hyper riche comme expérience et je suis tellement reconnaissante d'avoir vécu cette expérience avec lui parce qu'il m'a laissé un très beau héritage. Je le dis comme s'il était pas là, mais il est là. Et mais en fait, j'ai la thérapie, elle m'a permis de moins avoir peur, elle m'a permis de moins vivre dans l'angoisse et dans l'anxiété. Mais cette expérience, j'ai l'impression que j'en sors, mais avec une résilience, mais juste incroyable. Je me dis, même si la vie s'arrête demain, mais c'est juste incroyable ce que j'emporte dans mon cœur avec moi. C'est juste incroyable ce que j'emporte dans mes souvenirs avec moi. Et peu importe en fait Je je vous dis tout ça et c'est fou parce que mon cerveau, il part dans tous les sens et je me dis: «Mais il y a des personnes qui ont perdu leurs parents, il y a des personnes qui ont perdu leur père ou leur mère ou leurs frères et sœurs» et je veux pas que vous écoutiez ça en disant, «Ouais, mais ça a l'air tout beau, elle a eu des moments avec son père et tout» et je veux vraiment, vraiment pas que vous viviez ça comme ça. Je veux juste vous dire que et j'en suis sûre que la vie, c'est un équilibre et que c'est une balance. Et comme peut-être moi ou d'autres personnes, on a la chance d'avoir nos parents avec nous, d'avoir nos proches avec nous, mais il y a aussi pas mal de choses qu'on n'a pas, aussi peut-être pas mal de choses qu'on n'aura jamais. Et je reste hyper convaincue que l'univers, que la vie, que Dieu, ils resteront toujours justes. Il y a un équilibre et il faut juste en fait l'atteindre. Il faut y travailler dur. On peut pas juste se poser et se dire: «Ouais, moi j'ai pas ça et j'ai pas ça, bah, OK, d'accord, la vie elle a été hyper injuste avec moi, bah, moi aussi je vais m'auto-saboter, je vais pas bouger, je bougerai pas en fait, je ferai rien, aucun effort». Non, parce que croyez-moi, ça a jamais été évident pour moi non plus, que ça soit dans mon métier, que ce soit dans ma vie personnelle et jusqu'à maintenant, je suis terrifiée et angoissée de pas peut-être vivre certaines choses. Ça m'arrive des moments où je doute, ça m'arrive des moments où je me dis: «Bah, peut-être que j'aurai jamais la chance d'avoir ceci, d'avoir cela, alors que c'est hyper important pour moi, mais je reste confiante et je reste ancrée dans ma réalité, je reste ancrée dans mes principes, ancrée dans mes valeurs et je ne renonce pas. Jamais j'accepterai quelque chose, une situation ou quelqu'un, que ça soit dans ma vie pro, perso, que parce que j'ai peur, que parce que j'ai peur de pas atteindre certaines choses. Pas du tout. Je préfère rester authentique, je reste pas figée, je reste pas rigide, mais je préfère rester authentique que plutôt vendre mon âme au diable, comme on dit. Voilà, cet épisode, il est assez long. Je pensais pas qu'il allait être aussi long, mais c'est important pour moi quand même
de vous raconter tout ça, de vous faire ce partage. Ça m'avait tellement manqué de vous parler, vraiment. J'espère que vous allez apprécier cet épisode. Vous savez, j'ai vraiment pas senti le temps passer. Je me suis complètement oubliée en vous parlant. J'ai eu les larmes aux yeux, j'ai eu la chair de poule à plusieurs reprises en parlant dans cet épisode-là. J'avais certaines notes au début, j'avoue, pour pas me perdre, mais après j'étais juste là, devant mon écran, mon micro à la main, mon casque en fait dans les oreilles et je vous imaginais en fait tous et toutes. J'imaginais tellement de personnes avec qui je parle au quotidien et qui donnent tellement de même en thérapie, qui donnent tellement de même au quotidien, qui même si la thérapie reste dure, mais dure et oh mon Dieu, à quel point elle est dure cette thérapie, heu, mais continuent, ils me disent: «Shahnaz, je m'accroche» et aussi merci aux gens en fait qui me font confiance, aux gens qui me disent que, bah, si c'était pas moi leur psy, bah, peut-être qu'ils auraient jamais été en thérapie. Bah, j'ai envie de vous dire que moi aussi si vous étiez peut-être pas vous en fait, mes patients, peut-être que je continuerais pas d'être psy. Voilà, en fait on est pour finir en fait sur une note, on est notre point d'ancrage, on est nos propres repères. Pas dans le sens où on va être égocentrique et on est centré sur nous, non, pas du tout. Pas du tout en fait. On est fait de tellement de choses. Mais je pense qu'en étant nos points d'ancrage, la plus belle chose et le plus beau cadeau que l'on puisse faire aux autres, c'est de ne pas être dépendant d'eux. C'est de ne pas les utiliser, c'est de ne pas faire d'eux des objets, c'est de ne pas dire j'ai investi en toi, j'ai cru en toi, pourquoi tu as pas fait ça? Personne n'a envie de ça, personne n'a besoin de ça, personne ne peut vivre ni évoluer en ayant de la pression. Jamais de la vie, que ce soit pour vos enfants, vos maris, vos femmes, vos parents, vos amis. On peut pas. On peut pas. Une relation ne peut aller nulle part avec tellement de poids. Donc soyez votre point d'ancrage. Vous travaillez sur tous ces points-là. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Et d'ici là, toujours, prenez bien soin de vous.